Alors dans cette vidéo, vous ne devinerez jamais, on va parler d'injectivité et de surjectivité. Mais si, cette fois avec une fonction à deux variables, mais à valeur dans R, f de xy égale x2 plus y. Et la première chose qu'on nous demande de faire, c'est de montrer que f n'est pas injective, donc ça on n'a pas encore trop... On a parlé mais on n'a pas vu d'exemple. Comment est-ce qu'on montre qu'une application n'est pas injective? Du coup, en utilisant la négation de la définition de l'injectivité, on cherche deux exemples de couple xy, x1, y1 et x2, y2 qui sont différents mais qui ont la même image par f. Injective, c'est pour tout x1, y1 et x2, y2 dans l'espace de départ, ici R2, si f de x1 égale si f de x1, y1 égale f de x2, y2, alors x1, y1 doit être égal à x2, y2. Et du coup, pour montrer que ça c'est pas vrai, il faut qu'on trouve un x1, y1 et un x2, y2 dans R2, tels que, ils sont différents, et néanmoins, ils ont la même image. C'est-à-dire, il faut que x1 au carré plus y1, ce soit égal à x2 au carré plus y2. Et ça va pas être la mer à voir. Pourquoi? Parce qu'il y a un carré dans la définition de f. Et du coup, f, en quelque sorte, elle fait pas la différence entre x et moins x. S'il y a un moins devant le x, quand je le mets au carré, il n'y aura plus de moins. Et ça me donne une façon, quand il y a des carrés, vous pouvez quasiment toujours faire ça, de montrer que la fonction, à moins que vous n'ayez pas le droit au nombre négatif, mais ici on a le droit à n'importe quel couple de réels, on peut prendre par exemple moins 1, 0 et 1, 0. Ce sont des couples différents. Et x2, y2, je vais prendre 1, 0. Dans ce cas-là, x1, y1, c'est pas pareil que x2, y2. Ou pour le dire autrement, moins 1, 0, c'est pas le même que 1, 0. Je pense que là, vous n'êtes pas sidéré. Et d'un autre côté, si je fais f de moins 1, 0, donc c'est égal à moins 1 au carré plus 0, ça fait 1. f de 1, 0, c'est 1 au carré plus 0 qui fait 1. Donc f de moins 1, 0 est égal à f de 1, 0. Donc f n'est pas injectif. Évidemment, on a pris ces deux exemples-là, on aurait pu en prendre une infinité d'autres. On aurait pu prendre x1, y1, on aurait pu prendre moins racine de 2 pi, et x2, y2, on aurait pu prendre racine de 2 pi, par exemple. Donc là, il y avait toutes sortes de possibilités pour trouver un x1, y1 et un x2, y2, tous les deux différents, mais qui ont la même image par f. C'est juste une possibilité d'utiliser le carré pour faire ça. Et quitte à utiliser le carré, on peut le faire avec les points les plus simples possibles, des 1 et des 0, c'est pas mal, mais on n'est pas obligé. Alors maintenant, il faut faire un truc un peu plus nouveau. Il faut en déduire qu'il n'existe aucune fonction g telle que g rond f égale identité de R2. Alors montrer qu'un truc n'existe pas, c'est pas forcément évident. Parce que du coup, si on le cherche, on va pas le trouver. Bon, mais ça peut vouloir dire qu'on a juste mal cherché. Donc en général, quand on doit montrer qu'un truc n'existe pas, le mieux c'est de le faire par l'absurde. On suppose qu'il existe une fonction machin là qui fait ça, et on montre que ça pose problème. Donc, supposons par l'absurde que cette fonction g elle existe et on va voir pourquoi ça pète. Donc, supposons par l'absurde qu'il existe une fonction g de R dans R2 telle que g de f de x, g rond f égale identité de R2. Alors ça veut dire quoi? G rond f égale identité de R2.
ça veut dire que pour tout xy dans R2, g rond f de xy, donc g de f de xy, ça doit être égal à identité R2 de xy. Alors identité, quand on a n'importe quel ensemble x, identité x, c'est l'application qui va de x dans x et qui fait rien. Elle prend un petit x et elle lui fiche la paix. À la fin, vous récupérez x. C'est la fonction f de x égale x, c'est la fonction identité. Et vous pouvez faire ça dans n'importe quel ensemble. Dans l'ensemble des entiers, vous pouvez faire l'application qui a n associe n. Dans R2, vous pouvez faire l'application qui a xy associe xy. Dans n'importe quel ensemble, vous pouvez prendre un élément et ne pas y toucher. Et ça vous fait une fonction qu'on appelle la fonction identité. Donc on suppose qu'il existe une fonction g telle que, pour tout xy dans R2, g de f de xy égale xy. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Alors le problème, c'est que... Alors on est censé déduire ça de la question d'avant. Donc ça va être un problème avec l'injectivité de f, probablement. Bah, du coup, essayons avec les deux points qu'on a trouvés là. Moins 1, 0 et 1, 0. Qu'est-ce qui se passe du coup si je fais g de f de moins 1, 0? G de f de moins 1, 0, du coup ça doit faire moins 1, 0. Et f de moins 1, 0, on a dit que ça faisait 1, donc on a g de 1, ça doit faire moins 1, 0. C'est parce que g de f de xy, ça doit faire xy, donc g de f de moins 1, 0, ça doit faire moins 1, 0. Et comme f de moins 1, 0, ça fait 1, bah g de f de moins 1, 0, c'est g de 1. Mais d'un autre côté, si je fais ça avec 1, 0, g de f de 1, 0, bah faut que ça fasse 1, 0. Et f de 1, 0, ça fait 1, donc j'ai g de 1 égale 1, 0. Mais là, du coup, il y a un problème. Parce que du coup, g de 1, c'est qui au final? G de 1, c'est 1, 0 ou c'est moins 1, 0? Ces deux machins-là, ils peuvent pas être vrais en même temps. Si g, c'est une fonction, g de 1, ah bah c'est g de 1, il n'y en a pas 36, quoi, c'est g de 1. Sinon, la fonction, bah, elle n'est pas définie. Si une fonction, son but dans la vie, c'est de prendre un élément de l'espace de départ et de lui attribuer un élément de l'espace d'arrivée, avec de préférence une formule qui nous dit comment on passe de l'un à l'autre. Là, la fonction g, elle fait pas ça. Si je lui donne 1, elle peut pas se décider sur est-ce que ça fait moins 1, 0 ou 1, 0. Bah, du coup, c'est pas une fonction, g, et donc on a abouti à une contradiction. Si on suppose qu'il y a une fonction qui fait ça, on a donc g de 1 qui est égal à la fois à moins 1, 0 et à 1, 0. Sauf que bah non, moins 1, 0, c'est pas égal à 1, 0. Donc ici, encadré en rouge, on a une abominable contradiction. Du coup, notre hypothèse qu'on a faite par l'absurde, elle n'est pas vraie. Il n'existe aucune fonction g qui fait ça. Et je vous laisse le vérifier. Mais c'est pas seulement vrai pour cette fonction f qui est dans l'exercice. En fait, le raisonnement qu'on a fait là, dès que vous avez une fonction qui n'est pas injective, donc il y a deux points différents qui ont la même image, vous pouvez faire ce même genre de raisonnement pour montrer qu'elle n'a pas de fonction g telle que g rond f égale identité. On dit parfois qu'une fonction qui n'est pas injective, elle n'a pas d'inverse à gauche. Parce que g, si on la compose à gauche par la fonction f, du coup ça fait identité. Et on a vu que c'était pas possible avec l'injectivité. Sans l'injectivité, avec la non-injectivité. Alors, montrons maintenant que f est surjective. Et ensuite, on aura une application h dont on devra montrer que c'est une bijection. Mais déjà, pour commencer, montrons que, que f est surjective.
Alors, comment est-ce qu'on montre qu'une fonction est surjective? On prend un élément de l'espace d'arrivée, ici c'est R. Donc quand je dis on prend un élément, vous n'avez pas le droit de choisir -3 par exemple. Il faut que vous preniez un élément quelconque, donc tout ce qu'on sait sur A, c'est qu'il est dans R. Donc vous prenez un élément que tout ce que vous savez, c'est qu'il vit dans l'espace d'arrivée, et vous devez montrer que cet élément A, il a un antécédent. Donc il faut qu'on trouve un xy dans R2, dans l'espace de départ, tel que f de xy égale A. C'est-à-dire tel que x2 plus y est égal à A. Alors là, il y a souvent un moment où on a l'impression que c'est pas possible. Parce que x2 plus y, par exemple, si A c'était -3, on a l'impression que si tout ce que je sais c'est que x2 plus y égale -3, je ne peux pas résoudre mon équation parce que ça ne me donne pas assez d'informations pour trouver x et y. Mais là, c'est pas grave. On ne nous demande pas de trouver une unique solution. On ne nous demande pas de résoudre l'équation de façon unique. On nous demande de choisir un x et un y pour que ça marche. N'importe quel x, n'importe quel y. Dès qu'on en a trouvé un, on a gagné. Même s'il y en a d'autres qui fonctionnent. Donc là, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que vu que j'ai juste à trouver x et y et je fais ce que je veux, je peux prendre x égale 0, comme ça x au carré ça fait 0, et y égale a. Donc on prend xy égale 0a. On a alors f de 0a, ça fait 0 au carré plus a, ça fait a. Donc f est surjectif. Évidemment, ce n'était pas la seule possibilité. On aurait aussi pu prendre, par exemple, si je prends x égale 1, du coup, je veux 1 au carré plus y égale a. On peut prendre aussi, du coup, x égale 1 et y égale a moins 1. Ou alors, je peux prendre pi a moins pi carré. Si je fais ça, je vais avoir x2 plus y, c'est pi carré plus a moins pi carré, ça va faire a aussi. En fait, les possibilités sont infinies ici. Mais tout ce qu'on nous demande, c'est de montrer qu'il y a au moins un antécédent, donc dès que j'ai trouvé un antécédent, j'ai gagné. Le fait qu'il y en ait une infinité d'autres, je m'en fiche, j'avais juste besoin d'en trouver un. Alors, la suite de la question, c'est d'étudier la fonction h de xy égale x, x2 plus y, donc une fonction de R2 dans R2, il faut que je montre qu'elle est bijective. La première partie de la question, c'était la surjectivité de f, et la deuxième partie de la question, c'est de montrer que cette fonction h, x à x2 plus y, il faut qu'on montre que cette fonction-là est bijective. Donc h, c'est x f de xy. Montrons que h est bijective. Alors pour ça, il y a deux façons de s'y prendre. Soit on montre séparément que h est injective et surjective, soit on montre que chaque élément de l'espace d'arrivée, R2, a un unique antécédent dans l'espace de départ R2. On a vu un petit peu avant, dans une vidéo précédente, qu'une fonction, elle est injective si chaque élément de l'espace d'arrivée a maximum un antécédent, donc 0 ou un antécédent, et elle est surjective s'il y a au minimum un antécédent, donc 1 ou 2 ou 3 ou plus. Et du coup, injective et surjective, c'est pareil que de dire que chaque élément de l'espace d'arrivée a exactement un antécédent. Donc une autre façon de montrer la bijectivité,
c'est de montrer que si je prends un AB dans R2, il y a un unique XY tel que H de XY égale AB. Donc je pose ça là comme autre méthode, mais nous ce qu'on va faire, on va voir que c'est le cas, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va montrer séparément l'injectivité et la surjectivité. Donc déjà, H est injective, pourquoi ça? Parce que si je prends XY, X1, Y1 et X2, Y2 et que je suppose que H de X1, Y1 égale H de Y2, qu'est-ce que ça fait? Donc, est-ce que j'arrive à en déduire que X1, Y1 égale X2, Y2? Alors du coup, si H de X1, Y1 égale H de X2, Y2, je vais avoir X1 au carré plus Y1, ça c'est H de X1, Y1, qui est égal à X2 carré plus Y2. Donc, X1 égale X2, bah comme ça c'est fait. Et X1 au carré plus Y1 égale X2 au carré plus Y2. Et du coup, bah, X1 égale X2, et est-ce que je peux en déduire que Y1 égale Y2? Bah, puisque X1 c'est égal à X2, je peux remplacer dans la deuxième ligne, X1 au carré c'est X2 au carré. Et là, du coup, je peux simplifier dans cette équation-là les x2 au carré, et il me reste y1 égale y2. Donc si h de x1, y1 égale h de x2, y2, alors x1, y1 égale x2, y2, h est donc bien injective. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle est surjective? Alors il faut que je prenne un élément de l'espace d'arrivée, cette fois c'est R2, et il faut que je trouve un antécédent pour cet élément de R2, soit AB dans R2. On cherche XY dans R2, tel que H de XY égale AB, c'est-à-dire x2 plus y égale AB. Et ça, bah, du coup, ça veut dire que x est égal à A, donc déjà, on a trouvé x, et x2 plus y égale B. Bah, du coup, si x c'est A, je peux remplacer dans la deuxième ligne, ça me dit que j'ai A au carré plus y égale B, donc y c'est B moins A carré. Et du coup, là, j'ai trouvé un antécédent. Si je calcule h de A, B moins A carré, bah ça va me faire A carré plus B moins A carré, qui fait B. Donc si je prends un AB dans R2, il a un antécédent, et on peut remarquer au passage que cet antécédent, comme on aurait pu s'y attendre avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est unique. Il y a un seul antécédent qui marche. Donc H est surjective. H est surjective et elle est injective, donc elle est bijective. Et c'est tout ce qu'on avait à faire pour cette question. Et il nous reste à montrer qu'il y a une application, donc il n'y avait pas d'application d'après la question 1 telle que G rond F égale identité,
Mais on va voir qu'on peut trouver une application telle que f rongé égale identité de R. Du coup, f, elle va de R2 dans R, et on va chercher une fonction g qui va de R dans R2. Donc quand on compose les deux, ça nous fait une fonction de R dans R. Et il faut que cette fonction de R dans R, elle vérifie f de g de t égale t pour tout t dans R. C'est ça que ça veut dire, identité de R. Vous vous rappelez, identité, c'est l'application qui touche à rien. Donc identité de R, c'est l'application qui prend un réel et qui renvoie le même réel. On cherche une fonction g de R dans R2 telle que, pour tout t dans R, tel que, je vais écrire l'énoncé et après on va le reformuler, tel que f rongé égale identité de R, c'est-à-dire tel que pour tout t dans R, f de g de t, il faut que ça fasse t. Maintenant, si on reprend la preuve qu'on a fait avant de la surjectivité de f, si je prends un t dans R, pour que f de truc, ça fasse t, bah je peux prendre truc égale 0t. Donc ici, si g de t c'est 0t, ce qu'on a vu à la question 2, c'est que dans ce cas-là, f de g de t égale t. Donc si je pose g de t égale 0t, alors pour tout t dans R, f de g de t, du coup c'est f de 0t, ça fait 0 au carré plus t, ça fait t. Et ce raisonnement-là, en fait, on peut le faire avec n'importe quelle fonction surjective. Une fonction surjective, on peut toujours lui trouver une autre fonction g, telle que f rongé égale identité de l'espace d'arrivée. Donc, en fait, ce qu'on a vu dans cet exercice, on a parlé d'injectivité et de surjectivité, ce qui est toujours un bon entraînement. Et autre chose qu'on a vu, du coup, c'est que quand on a une fonction qui n'est pas injective, elle n'a pas de fonction g que si je compose à gauche, g rond f égale identité. En fait, on peut montrer que, dans l'autre sens, on ne l'a pas fait ici, mais on aurait pu montrer que si f est injective, alors là, il existe une fonction g telle que g de f égale, g rond f égale identité. Et ce qu'on a vu dans les questions 2 et 3, c'est que comme f est surjective, on peut trouver une application g telle que f rond g égale identité. Donc l'injectivité, c'est lié au fait d'avoir une fonction que je compose à gauche et ça fait identité. La surjectivité, c'est le fait de composer avec une fonction à droite et ça fait identité. Et ce que vous avez dû voir en cours, et donc on a rappelé tout à l'heure, c'est que quand f est bijective, il y a une application réciproque qui s'appelle f-1, telle que f-1 rond f, ça fait identité. Donc on a le premier point ici, et f rond f-1 égale identité. Donc c'est encore une autre façon de parler de bijectivité et de la séparer en injectivité, surjectivité, avec ce qu'on appelle les inverses à gauche et à droite. Donc ça ne fait pas partie de l'exercice, je vous le dis juste pour vous expliquer un peu la morale de l'histoire. J'espère que par ailleurs c'était clair et je vous remercie de votre attention.